Mathieu, comment imagines-tu l'ambiance à la Méno vendredi contre l'OM? J'ai bien peur qu'il n'y ait aucun chant pendant 90 minutes. Le reste du stade ne peut malheureusement rien faire sans capot et sans tambour. Je sais pas. Encore une fois, je ne peux pas prédire quelle attitude vont avoir les UB 90 dans ce match. Je pense que s'ils sont très intelligents, ils vont arrêter leur grève. S'ils sont un peu cons, ils vont faire grève pendant 90 minutes. Et s'ils sont très cons, voire suicidaires, ils vont essayer de foutre la merde et peut-être de faire arrêter le match. Auquel cas, il est évident que là, il donnerait au club et voire même aux forces de l'ordre une occasion et peut-être inespérée de s'en débarrasser définitivement. Voilà. Alex Penon. Lors du CFC, Bertrand Latour a déclaré que Strasbourg était devenu le centre de formation de Chelsea, tandis qu'Antonetti regrettait une perte d'identité du club et un club totalement changé. Que penses-tu de ces déclats et comprends-tu certaines réticences vis-à-vis du fonctionnement de Bluco? Alors, Fred Antonetti, il faut savoir que au moment où Bluco a racheté le club, c'était lui l'entraîneur de Strasbourg, et qu'il n'a pas souhaité, il sentait pas le projet, il n'avait pas envie d'avoir une équipe très jeune, avec des jeunes à peaufiner. Voilà, c'est un entraîneur à l'ancienne, Fred. Moi, je l'adore. Donc, qu'il n'y voit absolument pas une critique. Mais voilà, c'est pas une mission qui l'emballait. Quant aux déclarations de Bertrand Latour, voilà. Il y a Carayon sur la même chaîne qui a fait un édito dithyrambique sur Marc Keller et sur Bluco. Bertrand Latour qui fait comme très souvent du clientélisme et qui a toujours une bonne raison pour tailler quelqu'un. Moi qui vis ça quand même parfois de l'intérieur à Strasbourg, je sais que Bluco est là pour longtemps, que Bluco est prêt à investir. Ils investissent, mais Marc l'a dit dans la conférence de presse l'autre jour, ils ont même beaucoup plus investi que ce qu'ils avaient promis de faire. Donc voilà, on va pas se plaindre qu'un club français investisse de l'argent dans le football, quand même. Alex Penon, avec les départs en fin de saison de Rudiger et Alaba, le Real envisagerait de recruter un des 3 défenseurs bleus, Konaté, Saliba ou Upamecano, dont les contrats arrivent à leur terme. À la place du club, lequel des 3 aurait ta préférence pour renforcer la défense madrilène? Ce qu'il faut voir, c'est que ils ont recruté Huysen, qui est plus un libéraux qu'un stopper, si encore ces appellations ont un sens quelconque aujourd'hui. Donc je dirais que, même si Saliba peut le faire, je dirais que peut-être Upamecano aurait le profil le plus adapté pour être en charnière avec Huysen, voire Konaté. Enfin, en même temps, s'ils arrivent à avoir Saliba, c'est pas une punition non plus. Fred Lichtel, avez-vous vu la vidéo de Monsieur Molina sur le Racing Club de Strasbourg et plus globalement les montages financiers de Bluco? Si oui, qu'en pensez-vous? Si tu veux, oui, j'ai regardé ça. Moi, j'appelle ça les complots de Molina. Dans toutes ces vidéos, il est toujours en train de dénoncer un complot. Il y a un complot partout. Il y a un complot au PSG, il y a un complot avec Mbappé, il y a un complot, alors l'histoire de pédophilie en Afrique, qui sont, je dirais déjà, invérifiables. Et très franchement, n'intéresse quand même pas grand monde ici, même si c'est évidemment dégueulasse, on est bien d'accord. Moi, j'ai arrêté d'écouter quand il a dit que tout ce que faisait Bluco était légal. Donc, à partir du moment où Bluco ne fait que des choses dans le cadre de la légalité, qu'est-ce qui les empêche de faire ça? Effectivement, il y a de l'argent qui va aux îles Caïmans. Mais je rappelle que le propriétaire du club, Begadel Bali, est américain. Et que les échanges financiers entre les îles Caïmans et les États-Unis sont tout à fait autorisés. Donc encore une fois, le mec avec son petit air suspicieux qui veut toujours tout dénoncer, il dénonce rien, quoi. Il enfonce des portes ouvertes, il essaye d'attaquer des gens qui, il le dit lui-même, font des choses légales. Ça n'a pas de sens. King Lawyer, es-tu suivi sur le plan psychologique? Es-tu contre le principe? Ne lâche rien, Pierrot. Non, je suis pas suivi sur le plan psychologique. Le seul moment où j'ai vu une psy, c'était un petit peu obligatoire. C'est au moment où j'ai été greffé et que je devais aller voir la psy de l'hôpital. J'avais pas grand chose à lui dire. Moi, je pars toujours du principe que les psys sont importants quand tu vas pas bien et que t'arrives pas
à définir vraiment pourquoi tu vas pas bien. Moi, quand je vais pas bien, en général, je sais pourquoi je vais pas bien. J'ai pas besoin de raconter ma vie à quelqu'un qui ne va de toute façon pas me donner de clés pour me sortir de mes ennuis. Donc, mais je ne nie pas l'importance que peut avoir la psychologie pour des gens. Hein. Mitch, prends rétablissement à ton épouse. Merci, Mitch. Que penses-tu du jeune Danois, joueur auxerrois? Je pense que c'est un excellent joueur. J'ai beaucoup apprécié sa prestation contre Monaco. Je trouve qu'il a une belle activité et surtout une qualité de passe comme on en voit peu en Ligue 1. La passe qu'il fait pour Sinayoko en début de match, elle est vraiment extraordinaire. Et c'est un joueur que j'observe et que je suis depuis maintenant pas mal de temps. Jean-David Bedel. Une vague médiatique actuellement sur le nouvel iPhone 17. Vas-tu te laisser tenter notamment pour enregistrer tes prochaines vidéos avec ce nouvel outil à la pointe, ou penses-tu, comme beaucoup, que ce nouvel iPhone n'en est qu'un de plus et qu'à force, ils en deviennent les nouveaux Nokia de notre époque? Alors, en général, moi, je change mon iPhone tous les 2 ans. Donc, celui-là, ça fait 1 an que je l'ai. Je ne doute pas que le nouvel iPhone ait une qualité d'image supérieure. Maintenant, j'ai envie de dire, vu ce que j'en fais, je suis pas certain que ce soit hyper utile. Donc voilà, je le changerai. Moi, je prendrai l'iPhone 18, certainement. Parce que forcément, au bout d'un moment, il m'arrivait dans les versions précédentes d'avoir des problèmes de haut-parleurs. Pas sur les 2 derniers, donc voilà, on va voir. Mais non, là, j'ai pas l'intention de le changer. Claude Godefroy, tu t'es trouvé piégé entre l'incompréhension de tes propos par l'extrême gauche et sa récupération par l'extrême droite. Tu nous as dit être plus gêné par ces derniers que par la fronde à laquelle tu as dû faire face envers ceux qui, comme un effet d'aubaine, se sont réjouis de t'enfoncer un peu plus. Tu as choisi de faire le dos rond, mais as-tu hésité à exiger un droit de réponse face à ces accusations outrancières et injustifiées de ces médias de pacotille? Tu sais, si à chaque fois que j'étais au milieu d'une merde, j'exigeais un droit de réponse, ça deviendrait presque une chronique. Le côté positif de tout ça, c'est que pour un mec qui est quand même chassé des médias depuis 4 ans et qui fait une émission quand même, entre guillemets, que sur YouTube, le retentissement que ça a eu est hallucinant. Après, ce qui est hallucinant, c'est l'exploitation qu'en est faite des 2 côtés, entre Ercilia Soudet qui écrit au procureur pour réclamer que je sois poursuivi pour diffamation raciste. Enfin bon, Ercilia Soudet en même temps, hein. Fin du débat. Et tous les mecs de droite, les médias d'extrême droite qui se jettent là-dessus avec gourmandise. Et c'est vrai que c'est surtout ça qui me gêne, c'est d'être récupéré par des gens avec qui je ne me sens rien de commun. Voilà, un droit de réponse, non. Le seul mec à qui j'aurais peut-être demandé un droit de réponse, c'est l'éducateur de Torcy qui est venu parader dans un petit débat de foot qu'il avait vérifié, il avait remonté jusqu'à 22 ans et qu'il n'avait jamais trouvé trace d'une licence de mon fils. Qui est tout à fait vrai. Sauf que c'est la preuve par l'absurde que les mecs n'écoutent pas ce que je dis. J'ai dit qu'il avait fait 3 entraînements et qu'il s'était barré parce que il était mal accueilli. Mais effectivement, il n'avait pas de licence. Il faisait des entraînements comme ça au début de saison. Le mec qui te lâche ça comme s'il te lâchait la bombe, l'info qui me décrédibilise à tout jamais. J'ai envie de lui dire ferme ta gueule, ferme ta gueule. Haut, bas, mais yang. Alors, haut, le bas, mais yang. Vous êtes très doué. Je ne comprends pas pourquoi on parle pas des supporters. Ce qui fait vraiment chier au final, c'est les gens qui ont posé leur lundi, ont payé un avion, un Airbnb, etc. C'est eux qu'il faut plaindre, pas vos lobbies ou gamineries. Quand la météo t'annonce peut-être une ondée vers 16h30, effectivement, elle peut arriver à 16h15, à 16h45 ou ne pas arriver du tout. Quand Météo France t'annonce des orages avec des risques de précipitations spectaculaires, là, elle se trompe pas. Donc, il était évident que le match ne pourrait pas avoir lieu le dimanche et il était évident que ça aurait été mettre en danger les spectateurs, de les mettre sur la route, de mettre des dizaines de milliers de gens sur la route pour aller au stade et peut-être même pour en sortir si la pluie avait...
Je rappelle quand même que le match à Toulon de rugby, en même temps, a été lui aussi annulé à cause du déluge. Donc, effectivement, c'est bien malheureux tout ça, mais il n'y a pas d'autre solution. Tu peux pas lutter contre la météo et ce report n'a arrangé personne, ni l'OL, ni l'OM, ni le PSG, encore moins le PSG, puisque du coup ils ont été privés de leur présence au Ballon d'Or. Donc voilà, il n'est pas question de lobby ou de gaminerie, c'est juste que tu dois te plier aux aléas de mère nature. Mathieu Turlot. Es-tu surpris du niveau de Florian Thauvin depuis le début de la saison? Étant supporter lensois, je ne peux que m'en réjouir. J'ai été particulièrement fier que lorsque Olivier Giroud a été applaudi à sa sortie, mais pas surpris. Et toi? Je suis ni surpris par les acclamations de Bollaert pour Olivier Giroud, parce que Giroud, il a le totem maintenant. Hein. C'est une idole du football français et il sera acclamé partout, comme à un moment donné, comme après la Coupe du Monde 2018, Mbappé était acclamé partout. Quant à Florian Thauvin, il faut quand même pas oublier qu'il sort pas d'une saison blanche comme Giroud avec Los Angeles, mais que Thauvin était un élément extrêmement important et brillant de l'Udinese l'année dernière en Serie A. Donc c'est pas étonnant de voir Flo faire de si bons matchs. Puis à titre perso, comme c'est un mec que j'adore, ça me fait très plaisir. Alexandre Nadalojo, la défense de Nice a pris l'eau en l'absence de Dante à Brest, sachant que le seul clean sheet réalisé par Nice en Ligue 1, c'était le seul match joué par Dante cette saison. Est-ce hallucinant pour un club comme Nice de bientôt dépendre d'un joueur de 42 ans en défense? Oui, c'est problématique. C'est problématique, mais ça veut surtout dire que le recrutement a été tout pourri. Alors, je veux bien que recruter des joueurs quand t'as pas d'argent, c'est très dur. Il me semble que l'effectif de Nice n'est pas du tout taillé, en plus pour jouer la Ligue 1 et l'Europa League. Et que j'ai encore peur que cette année, le parcours de Nice en Europa League soit extrêmement décevant. Thomas Milan. Qu'as-tu pensé de la conférence de presse de ton ami Marc Keller et en particulier des mesures contre les UB90? Étais-tu au courant de cette décision de prendre la parole publiquement depuis un moment où là tu as appris un peu comme tout le monde? Comme j'étais au match du Havre et que j'ai vécu moi-même la honte, hein, c'est le mot qui est le plus revenu après le match des supporters de la Méno hors UB90, qui ont tous été unanimement dégoûtés par leur attitude et leur banderole contre le capitaine et le président. Je vais pas trahir un secret en vous disant que j'ai participé pendant 4 heures derrière à la réunion de Marc et de ses cadres du club qui étaient en train d'étudier des pistes pour réagir à ça. Donc effectivement, j'étais évidemment au courant qu'il allait faire une conférence de presse. J'avais même poussé pour qu'il fasse une conférence de presse plutôt qu'un communiqué. Et je pense qu'il a été tout à fait excellent pendant cette conférence de presse. Moi qui le connais mieux que quiconque, j'ai vu le regard d'un homme qui avait changé, qui était un regard beaucoup plus dur et beaucoup plus perçant que d'ordinaire. Maintenant, voilà, faut voir l'évolution de la suite, même si je ne suis pas très optimiste. Nicolas Young, concernant vos débriefings d'après-match de championnat, pensez-vous qu'il serait possible d'imaginer des vidéos avec notes et analyses pour les affiches entre les 3-4 premiers du championnat au même titre que pour les classicos ou les matchs des Bleus? Écoute, déjà cette année, j'ai fait les notes pour le Classico, je fais des notes pour les clubs de Ligue des Champions, alors qu'avant je faisais ça que pour les Bleus. Pour le championnat, le problème c'est que ça va faire 2 vidéos. Je pense que parfois abondance de biens nuit et qu'il faut garder aux notes un caractère un petit peu exceptionnel. Aurélie Matt, Samuel Umtiti a mis fin à sa carrière. Que retiendras-tu de sa carrière? Je retiendrai qu'il a fait don de son corps à l'équipe de France pendant la Coupe du Monde 2018. Il l'a payé très cher puisqu'il n'est jamais revenu derrière. J'ai un autre souvenir avec Samuel Umtiti, c'est le but exceptionnel qu'il a mis à White Hart Lane en Coupe d'Europe contre Tottenham, parce que j'étais dans les tribunes avec des places que m'avait donné Hugo Lloris, qui ne jouait pas ce match-là d'ailleurs.
Et j'avais vu ce but exceptionnel de Sam. Je l'ai beaucoup apprécié lorsqu'il est venu au CFC. Il était très poupin, très mignon, très souriant. Maintenant, c'est à lui de savoir s'il a des regrets d'avoir, mais je pense pas, hein. Il a été champion du monde, ça personne lui reprendra et je pense que tout le monde peut lui dire merci pour ça, pour le football français. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve vendredi pour les pronos. Voilà, j'espère que vendredi je pourrai vous donner des meilleures nouvelles de Mélissa. Le pouce, la cloche, on s'abonne. Bye.